Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, collègues. La loi, elle était partout, dans les euphémismes et les litotes de mon agenda, les yeux protubérants de Janté, les mariages dits forcés, les parapluies de Cherbourg, la honte de celle qui avortait et la réprobation des autres. Dans l'impossibilité absolue d'imaginer qu'un jour les femmes puissent décider d'avorter librement. Et comme d'habitude, il était impossible de déterminer si l'avortement était interdit parce que c'était mal ou si c'était mal parce que c'était interdit. On jugeait par rapport à la loi, on ne jugeait pas la loi. Ces mots sont ceux d'Annie Ernaux qui relatent dans l'événement une nuit de janvier 1964. Depuis cette nuit, traversée par des centaines de milliers de femmes, l'avortement est devenu un droit fondamental conquis de haute lutte. Alors, collègues, vos résistances durant l'examen de ce texte n'ont rien d'original, tant le contrôle du corps des femmes s'inscrit dans une histoire millénaire. En 1920, une loi interdisait toute propagande anticonceptionnelle ou contre la natalité et privait, y compris les médecins, de donner aux femmes des conseils en matière de contraception. En 1942, une loi vichiste considérait l'avortement comme un crime d'État puni par la peine de mort. C'est ce qui a entraîné, le matin du 30 juillet 1943, l'exécution de Marie-Louise Giraud, dite la faiseuse d'anges. Même lorsque ces lois funestes étaient en vigueur, les femmes avortaient. Elles ingurgitaient de l'eau oxygénée, du détergent, du vinaigre, s'introduisaient dans l'utérus une aiguille à tricoter, un épi de blé, une brosse à dents, de l'eau savonneuse. Elles partaient à l'étranger quand elles en avaient les moyens. Sinon, elles se blessaient, dans l'espoir de subir un curetage à l'hôpital, et alors les médecins pouvaient les cureter à vif pour les punir. La lutte pour la liberté et la fin de la clandestinité ont été portées par les femmes elles-mêmes, comme Madeleine Pelletier, première femme psychiatre qui, dès la fin du XIXe siècle, menait le combat pour la dépénalisation de l'avortement. Elle fut suivie à travers l'histoire par une cohorte de militantes, d'associations comme le planning familial, par des vagues de milliers de femmes dans les rues dans les années 60 qui criaient « La politique sur notre ventre ne se fera pas dans notre dos ». Je pense aux 343 femmes qui ont signé l'appel dans le journal de l'Obs en avril 1971, à la loi Veil de 1975, jalon du droit des femmes à disposer de leur corps, qui est venu mettre fin à des décennies de tabous et d'hypocrisie, de répression, de départ à l'étranger, de curetage à vif, d'humiliation et de mort. Jusqu'à cette loi que nous votons et qui suscite encore des contestations de la part ici de bigots à courte vue, là-bas de nostalgiques de femmes condamnées. Rien d'original, non. Vous pensez appartenir à vos convictions quand vos convictions n'appartiennent qu'à la longue histoire de la domination masculine. Vous n'avez pas souhaité supprimer la clause de conscience spécifique à l'IVG, alors même qu'il en existe une qui s'applique à tous les actes médicaux. Vous faites encore de l'avortement un acte médical à part, alors qu'il fait partie de la vie des femmes. Nous le disons, le sort des femmes n'a pas à dépendre des conservatismes et des croyances religieuses des professionnels de santé. Parce que ce droit à disposer de son corps est toujours à conquérir, nous, le groupe de la France Insoumise, souhaitons l'inscrire dans la Constitution. Il est un droit fondamental qui renvoie chaque personne à sa propre et libre appréciation personnelle quand les circonstances d'un tel choix se présentent. Il nous faut l'inscrire, car la lenteur s'agissant des droits des femmes a assez duré. Les débats polémiques, réactivés sans cesse à la faveur de l'agenda conservateur des uns, de l'opportunisme crasse des autres, sont insupportables. Nous savons que les droits des femmes ont toujours été les premières victimes des assauts réactionnaires. Que n'avons-nous pas entendu autour de cette loi, dans l'hémicycle ou même au sommet de l'État? Emmanuel Macron lui-même s'est illustré en parlant de l'avortement comme d'un traumatisme ou en assénant que des délais supplémentaires, ce n'était pas neutre. Qu'il cède à une proposition comme celle-ci, après 2 ans de bataille parlementaire sous l'impulsion de ma collègue Alban Gaillot, voilà qui n'est pas neutre. Bien entendu, je réaffirme ici notre soutien sans faille à cette proposition de loi. Elle a un écho particulier ce jour. Ce lundi, la Colombie a autorisé l'avortement jusqu'à 24 semaines, alors qu'il y a peu, en dehors de quelques exceptions, les femmes qui y avaient recours étaient passibles d'une peine allant jusqu'à 5 ans de prison. Ces avancées, on les doit à la mobilisation historique des féministes, sans qui elles n'auraient pas eu lieu. Derrière une loi, il y a toujours une foule. Un déferlement de femmes vêtues de foulards violets ou verts comme celui que je porte. Alors bravo à ces femmes ici ou ailleurs qui défendent l'émancipation.
Je me joins à leur voix pour rappeler que notre corps n'appartient ni aux hommes, ni à l'État, ni à la patrie, ni à la famille. Ne vous en déplaise, collègues, il n'appartient qu'aux femmes et à elles seules. Merci, Madame la députée.